Aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de vous présenter les 24 chapitres qui sont recensés dans l'ouvrage « Le droit à la vie privée, l'urgence de l'hygiène numérique » que l'on a publié aux presses universitaires de Rennes en août 2024. Alors c'est vrai, quand on parle de vie privée, forcément, on pense essentiellement à des données personnelles, mais de manière plus générale, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est que l'on pose la question de l'objet numérique et des données personnelles qui y sont rattachées. L'hygiène numérique est un concept qui a été défini de la manière suivante. C'est un ensemble de principes et de pratiques numériques qui sont adoptés par les individus dans un cadre personnel ou dans un cadre organisationnel, et qui implique d'avoir des mesures de contrôle et de protection des données personnelles dans une logique où on souhaite avoir un usage raisonné des outils numériques. Évidemment, pour commencer, ce qu'il faut, c'est surtout se poser la question de c'est quoi les données personnelles et c'est quoi ces données qui peuvent nous être volées ou prises. Alors dans son chapitre, Jacques Noël nous propose un panorama du type de vol, d'usurpation et de type de données qui peuvent être prises. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est quand on pousse la compréhension sur l'analyse des combinaisons de prise de risque. Et ça, c'est le chapitre avec Giuseppe Berrio et Nicolas Béchet, qui montre qu'une pratique individuelle en soi n'est pas dangereuse, mais c'est la cumulation ou l'accumulation ou la combinaison de ces pratiques qui peut faire qu'en définitive, il y a une prise de risque importante pour l'individu, mais aussi pour les organisations. Alors, le vrai souci, c'est que quand on parle des données personnelles, on pense à Internet et on pense par exemple aux cookies, à tout ce que l'on fait sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et qu'est-ce que ça implique quand on va dire oui, quand on clique oui pour les cookies, quand on clique en disant oui, j'accepte. Alors c'est là que Florian Aymon explique que quand on clique en disant j'accepte, la plupart du temps, c'est pas que l'on accepte, c'est que l'on abandonne des données. Alors heureusement, et Jean-Sébastien Vert dans son chapitre l'explique bien, l'internaute n'est pas complètement crédule et il n'est ni simplement manipulé, ni si facile à manipuler. En fait, les individus, nous en tant qu'utilisateurs, on met en place un tas de stratégies, de techniques pour protéger les données que l'on laisse sur Internet. Et Margot Beauchamp, par exemple, avec moi, on insiste sur les stratégies que peuvent mettre en place les adolescents pour dissimuler, ne pas accepter systématiquement toutes les captations de données. Xenia et Francesca, de leur côté, dans leur autre chapitre, insistent sur la dissimulation et la création d'une identité en ligne et comment les individus s'attachent à protéger ou en tout cas ont conscience de vouloir se cacher et contre qui se cachent-ils. Alors évidemment, malgré d'un côté tous nos efforts et nos intentions pour protéger nos données personnelles, il y a quand même des éléments qu'on ne maîtrise pas vraiment parce que d'une part, nous avons des biais cognitifs, des vulnérabilités en tant qu'humains, c'est notre mode de fonctionnement. Et c'est ce que Stéphane Salvant, dans son chapitre où il prend les bases des travaux de Calgini et de Kahneman, explique bien en montrant que les individus, nous en tant qu'utilisateurs, on a envie d'aller consulter notre téléphone quand on reçoit des notifications, parce que finalement ça nous envoie des doses de dopamine et que ça stimule notre cerveau. Ce qui fait qu'on a besoin, on a une sorte de dépendance à l'usage de nos outils numériques. Alors évidemment, face à tout ça, la question qui se pose, c'est que peut-on faire pour éviter ou pour protéger nos données ? Alors ça se décide déjà à plusieurs niveaux. Au premier niveau, c'est l'individu lui-même qui doit prendre conscience qu'il y a des dangers et qu'il ne peut pas avoir des pratiques naïves et qu'il faut s'imposer des pratiques réfléchies. En second lieu, c'est aussi tout un travail de sensibilisation qui est fait auprès des utilisateurs. Cette sensibilisation, elle peut par exemple passer par des jeux ludiques ou des dispositifs de type escape game. Et c'est ce que présentent Valérie Renaud et Arnaud Séjourné dans leur chapitre en parlant de l'escape game Camille qui vise à aider l'utilisateur de ce jeu à comprendre son empreinte numérique et à voir comment on peut maîtriser l'empreinte numérique que l'on laisse. Et puis en troisième lieu, évidemment, c'est le choix des entreprises, des organisations elles-mêmes. D'une part, il y a un certain nombre de standards qui s'imposent à elles. C'est par exemple les standards qu'il y a dans les collaborations entre les entreprises et leurs publicitaires, ce que présente Ara Marie-Jo dans son chapitre. Mais il y a aussi un choix volontaire de la part de l'entreprise de répondre aux exigences de protection des données de leurs utilisateurs et même d'aller au-delà de la réglementation du RGPD. Et c'est ce qu'explique Romain Gola quand il présente le RGPD, le Règlement général de protection des données européen, comme une opportunité pour les entreprises pour développer plus de confiance vis-à-vis de leurs clients. Donc comme on peut le voir, le panorama de la protection des données personnelles n'est pas si sombre que ça. Au contraire, il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises
Et ces ambitions, ces principes qui sont très louables, sont toutefois confrontés à un certain nombre de défis techniques. C'est ce que Annie Morin explique dans son chapitre où elle parle de la portabilité des données, de cette possibilité que l'on a de faire passer les données personnelles qui nous correspondent et qui viennent d'un opérateur vers un autre opérateur qui serait notre nouveau fournisseur, par exemple. Et malgré ce principe, ce n'est pas si simple à mettre en place et il y a des difficultés d'interopérabilité qui aujourd'hui se posent mais qui sont en cours d'amélioration. Enfin, il faut se dire que le sujet n'est pas clos. Et bien plus que ça, c'est un sujet qui date depuis bien longtemps, puisque Julien Rossi explique que depuis les années 70 qu'on se posait la question de la protection des données personnelles. Ça ne date pas que du RGPD. Mais aujourd'hui, il y a des vrais défis qui s'envisagent à l'échelle internationale. C'est-à-dire que Guillaume Aka, par exemple, présente les conclusions actuellement des compétitions entre les différents États, du fait que l'on soutienne plus ou moins la protection des données personnelles dans un État et qu'il y a un affrontement entre les États par rapport à ces aspects-là. L'ouvrage se conclut avec le chapitre de Laetitia Della Torre qui présente les enjeux des données personnelles dans le cadre humanitaire. Cet ouvrage est important parce qu'il propose une analyse rigoureuse et pluridisciplinaire de la collecte systématisée des données personnelles et des moyens pour avoir des pratiques plus raisonnées dans la logique de l'hygiène numérique. Vous serez surpris par tout ce que vous pourrez apprendre. C'est bien plus complexe que je coche et j'accepte.